Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le jeudi 30 avril 2026 et notre cher ami et frère, Patrick Henningsen, est avec nous. Bienvenue à nouveau, Pat. Ravi d'être avec vous, Nima. Pat, commençons par ce qui se passe avec cet appel. Le ministre iranien des Affaires étrangères s'est rendu à Saint-Pétersbourg pour rencontrer Vladimir Poutine. Ensuite, il y a eu cet appel téléphonique, apparemment passé par Vladimir Poutine à Donald Trump. Ils ont parlé de la situation, à la fois en Ukraine et au Moyen-Orient. Et voici ce que Donald Trump a dit à propos de cet appel. Des progrès dans le domaine spatial. Je n'ai pas parlé de l'espace, j'ai parlé de l'Ukraine et un peu de l'Iran. J'ai abordé plusieurs sujets, mais surtout l'Ukraine. Et on a eu une très bonne conversation. Je pense qu'on va trouver une solution assez rapidement. Enfin, je l'espère. Je crois qu'il aimerait aussi voir une solution, je peux vous le dire. Et c'est une bonne chose. Il m'a dit qu'il aimerait participer à l'enrichissement s'il peut nous aider à l'obtenir. Je lui ai répondu que je préférerais largement qu'il s'implique pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Pour moi, c'est plus important, parce que ça, on va y arriver. Écoutez, militairement, l'Ukraine est vaincue. Oui. Patrick, à ton avis, qu'est-ce que Donald Trump attend de la Russie? Et qu'est-ce que la Russie attend des États-Unis dans ces deux conflits, en Ukraine et au Moyen-Orient? Et cet appel, comment tu l'as trouvé? On ne sait rien. Personne n'en parle. J'ai vu un compte-rendu sur le site du Kremlin, mais il n'y a rien dedans qui montre quels étaient les vrais objectifs de cet appel. Quelle est ta compréhension de tout ça? La question la plus importante, Nima, c'est qui a passé l'appel en premier? Qui a pris l'initiative? Est-ce que c'était la Russie ou les États-Unis? Même type de question. Qui a lancé le cessez-le-feu avec l'Iran le 6 ou le 8 avril? Je ne suis plus sûr de la date exacte, mais est-ce que c'était l'Iran ou les États-Unis? À mon avis, la réponse est la même dans les deux cas. Ce sont les États-Unis. Donc, c'est vraiment important de savoir qui a pris l'initiative de cet appel. Et pour moi, ça ressemblait clairement à un appel de panique venu de la Maison-Blanche, juste après la rencontre entre Abbas Araghchi et Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg. C'est comme ça que je le lis, simplement à cause du timing. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence. Le conflit en Ukraine, en ce moment, il n'existe quasiment plus sur la carte géopolitique, ni même dans le cycle médiatique. Et comme on le sait avec Donald Trump, tout tourne toujours autour du cycle médiatique. Je suis sûr qu'il aimerait bien obtenir une victoire en Ukraine, ou quelque chose de ce genre. Il pourrait s'attribuer le mérite d'avoir mis fin à la guerre après ne pas y être parvenu pendant 14, bientôt 15 mois. Donc oui, je suis certain que ça lui plairait. Mais la Russie, elle, ne veut rien des États-Unis, à part quelque chose de constructif. Et ça nous ramène au point de départ à propos de l'Ukraine. La Russie a été très constante dans ses exigences. Elle veut que les États-Unis et leurs délégations s'attaquent aux causes profondes du conflit. Parce que sinon, c'est du bon sens. Si on ne traite pas les causes profondes du conflit, on ne peut même pas prétendre tracer une voie vers un armistice, un accord contraignant ou un règlement politique à la fin. C'est tout simplement impossible, parce qu'on n'arrive même pas à se mettre d'accord sur la base, sur la manière dont tout ça a commencé, d'un point de vue juridique et tout le reste. C'est là que les États-Unis ne pourront jamais s'entendre avec les Russes sur ce point. Ils ne peuvent pas, parce que ce sont les États-Unis qui ont déclenché la guerre en Ukraine. C'est ça, le fond du problème. Les États-Unis l'ont fait. L'Union européenne aussi. L'OTAN aussi. Ils ont déclenché la guerre en Ukraine. Et c'est un fait. Il y a d'ailleurs eu une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, la numéro 2202, qui le reconnaît plus ou moins. En d'autres termes, il y avait un processus de paix
Et les Européens comme les Américains l'ont en grande partie sabotée parce qu'ils voulaient que cette guerre ait lieu en Ukraine. C'est un fait établi, du moins du point de vue russe. Eux, ils le comprennent très bien. Mais les États-Unis et l'Occident ne l'admettront jamais. Je pense que ce serait très difficile pour eux de le faire, en tout cas avec les gouvernements actuels à Washington et à Bruxelles. Je pense que c'est impossible. Si un gouvernement démocrate arrivait à Washington, il ne s'attaquerait jamais aux causes profondes, parce qu'il faudrait, en gros, clouer Barack Obama et Joe Biden sur la croix de la responsabilité géopolitique pour avoir déclenché ce conflit. Quant aux Russes, je pense que la discussion entre les Russes et les Iraniens à Moscou, c'est vraiment une rencontre d'esprit. Les deux pays, les deux gouvernements, ont traversé une expérience assez similaire dans cette affaire. Et tous les deux se trouvent dans une position assez similaire vis-à-vis des États-Unis et de la structure de pouvoir occidentale. Ce sont, en gros, des guerres d'agression injustifiées, sans issue, qui ont été menées, et aussi des guerres par procuration. Dans ce cadre, l'Ukraine joue, d'une certaine manière, un rôle comparable à celui d'Israël. Elle est utilisée, en quelque sorte, comme le relais américain face à l'Iran. Même si l'Iran est un adversaire direct et une menace existentielle pour l'État d'Israël, notamment sur la question de sa légitimité dans la région, Téhéran a réussi à affaiblir l'économie américaine et une partie de son complexe militaro-industriel à cause de ce conflit. Et Israël, de son côté, essaye de faire la même chose, d'épuiser les Iraniens. Mais ça n'a pas fonctionné. De la même façon, l'Ukraine a essayé d'affaiblir la Russie pour le compte de l'Occident, et ça n'a pas marché. En revanche, la Russie a vidé de sa substance l'économie européenne et elle a sapé la légitimité de ses dirigeants politiques à cause de cette guerre. Alors quand les Iraniens et les Russes se retrouvent, ils sont dans une sorte de partie d'échec très similaire. Leurs intérêts se rejoignent. Oui, leurs intérêts convergent. Et je pense qu'aujourd'hui, on voit la Russie avancer très lentement. Elle a tiré les leçons de son implication active en Asie de l'Ouest. La Russie est venue en aide à la Syrie, à la République arabe syrienne, en 2015. À l'automne, en octobre 2015, elle est intervenue et a renversé le cours d'un conflit qui, à l'époque, tournait clairement en défaveur du gouvernement d'Assad. Et la Russie a fait un engagement majeur, notamment avec son armée de l'air, et en renforçant aussi son port en eau chaude à Tartus. Sur le plan géopolitique, dans la guerre contre le terrorisme, du point de vue russe, c'était une bataille essentielle à mener. Il pouvait y éliminer une grande partie des forces terroristes, aider la Syrie et en même temps affaiblir ces groupes soutenus par l'Occident qui représentent une menace pour le flanc sud de la Russie, dans le Caucase. Et tout cela tout en préservant leur position stratégique à Tartus. Mais voilà, le problème, c'est que cette stratégie n'a pas tenu sur le long terme. La raison, c'est que l'armée syrienne s'est effondrée et avec elle, l'État syrien. Et cet effondrement, il est venu des sanctions. Tout s'est effondré à cause de la déstabilisation générale provoquée par une sale guerre menée contre la Syrie pendant 12 ou 13 ans d'affilée. Ça a conduit à l'effondrement de l'État et le chef de l'État, Bachar al-Assad, a fui à Moscou. Mais la Russie ne pouvait pas se lancer dans une guerre au nom de la Syrie si la Syrie elle-même n'était pas capable de la mener. Et elle ne pouvait pas non plus soutenir économiquement la Syrie, même si elle a essayé d'avancer dans ce sens pendant des décennies à cause de la politique intérieure syrienne. La Syrie a sa propre corruption. Elle est aussi, en gros, vulnérable à toutes sortes de manœuvres, que ce soit de la part des États-Unis ou d'Israël, surtout dans son état de faiblesse. Tout ça a fini par provoquer l'effondrement de l'armée arabe syrienne, du gouvernement et de l'État lui-même.
La Russie ne peut pas mener cette guerre contre toutes ses forces. Le HTS, la Turquie, l'OTAN, Israël, au nom de Damas, si Damas n'est pas capable de prendre les devants. La souveraineté de Damas a donc été profondément affaiblie à cause des sanctions dites César et des frappes aériennes répétées d'Israël pendant plus de 10 ans. C'est ça la leçon que la Russie a tirée de la Syrie. Et maintenant, on voit une délégation iranienne arriver en Russie. Ce qu'on observe, c'est Vladimir Poutine qui regarde les Iraniens et leur dit, en substance, c'est vous qui menez cette guerre aujourd'hui. Vous tenez toujours debout, vous avez défendu votre souveraineté, vous avez résisté aux sanctions. Mais la situation est différente. L'Iran est bien plus fort, bien plus résilient. 47 ans de sanctions, de menaces, d'attaques, et malgré tout, ils tiennent. C'est donc une conversation d'un tout autre ordre. Aujourd'hui, la Russie est sans doute dans une position plus confiante pour aider l'Iran, d'une manière ou d'une autre. Et l'un de ces domaines, j'en suis sûr, c'est le renseignement, y compris les données satellites. C'est vraiment, vraiment crucial, surtout avec la nouvelle génération de missiles hypersoniques. Je ne pense pas que l'Iran ait encore révélé toute sa technologie de champ de bataille. Et voilà ce que je veux dire aux gens, Nima. J'en ai eu une connaissance presque directe quand j'étais à Téhéran. Un membre du programme de missiles parlait à des journalistes et j'étais présent. Il a dit, « Vous savez, nous avons des missiles à haute altitude, capables de se rediriger en plein vol, de changer plusieurs fois de direction et de frapper des cibles en mouvement. » Je suis sûr qu'il faisait référence à des navires de guerre dans ce sens-là. Et à l'ère de l'intelligence artificielle, Nima, tout ça, c'est essentiellement une question de données. Les États-Unis en ont aussi une partie. Du côté de l'IA, la technologie sert à suivre ce qu'on appelle les flottes fantômes ou flottes obscures. Les Américains utilisent déjà ça. Ils combinent les radars, les données AIS, les signaux des transpondeurs et d'autres techniques de positionnement. Tout ça est ensuite synthétisé pour prédire l'heure estimée d'arrivée d'un navire militaire, sa direction, sa vitesse, sa position, tout ça. Même la météo entre en jeu. Et le système peut prévoir les mouvements avec une probabilité allant jusqu'à 95%. Donc au fond, c'est juste que certains investisseurs forth granny pour pouvoir intégrer le profil des destroyers et des porte-avions américains. Et plus ils restent à traîner dans la mer d'Arabie et dans l'océan Indien, plus ça laisse de temps aux Iraniens pour analyser la situation et se préparer. À ce stade, c'est surtout une question de logiciel, de guidage et de ciblage. Et avec une probabilité de 95%, les États-Unis disposent de ces systèmes, ils utilisent les mêmes technologies pour différentes opérations, surtout contre la piraterie en ce moment. Mais l'Iran, lui, n'a pas une grande marine lourde qu'il déplace partout sur la planète, donc ce n'est pas vraiment un problème pour lui. En revanche, pour l'Amérique, c'en est un, parce que plus il s'attarde, plus l'Iran a de temps pour mettre en place des solutions qui pourraient sérieusement handicaper les États-Unis, justement parce qu'ils dépendent énormément de leur puissance navale. Et à ce niveau-là, il n'y a plus vraiment de point de déploiement, à part l'aéroport Ben Gurion, Chypre et quelques autres, Djibouti, et peut-être une base en Arabie Saoudite, ce qui pose évidemment aussi problème pour les Saoudiens. Il n'y a pas grand-chose du côté du soutien américain parce que l'Iran a détruit une bonne partie de ses bases et leur capacité à fonctionner comme installation militaire. Donc à ce stade, tout repose sur la puissance navale. Quelques indices d'ailleurs. La semaine dernière, on avait 3 groupes aéronavals dans la région. À la fin de la semaine, l'USS Gerald Ford était positionné dans le nord de la mer Rouge. Et pour moi, c'était très probablement pour une double mission. En fait, il y aurait 3 objectifs. D'abord, fournir une défense antimissile pour protéger le port saoudien de Yanbu,
sur la ligne pétrolière est-ouest qui contourne le golfe Persique. C'est en gros la bouée de sauvetage économique de l'Arabie saoudite si le détroit d'Ormuz venait à être fermé. Donc ce dispositif servirait à ça, mais aussi à défendre Israël contre d'éventuelles attaques venues d'Iran. Il a donc été positionné pour assurer cette double protection, et également pour intercepter d'éventuels tirs des Houthis depuis le Yémen. Par exemple, si les Houthis visaient le port d'Eilat ou d'autres cibles en Israël, il serait idéalement placé pour intercepter ces missiles. Et puis, il y avait le porte-avions USS George H.W. Bush, qui, je crois, contournait le cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud pour éviter le détroit de Bab el-Mandeb. Il est donc en position, tout comme je crois, l'USS Abraham Lincoln. Je crois que c'est le troisième groupe aéronaval, celui qui se trouve à la limite de la mer d'Arabie et de l'océan Indien. Donc, il y en avait 3, et maintenant, il n'y en a plus que 2. Le USS Gerald Ford a été rappelé ce week-end, ou peut-être au début de la semaine, vers Norfolk, en Virginie. Ces groupes de porte-avions servent en quelque sorte de relais. On a le ravitaillement en vol pour les missions, des avions qui peuvent décoller d'un porte-avions et atterrir sur un autre. Il y a énormément d'éléments à coordonner parce que cette opération devient de plus en plus complexe. Les États-Unis n'ont plus les mêmes installations qu'avant pour mener ce type d'attaque. Donc je dirais que leur marge d'erreur militaire est beaucoup plus réduite et que la fenêtre de tir l'est aussi. Donc, on parle d'une campagne d'environ 2 semaines, pendant laquelle ils devraient probablement utiliser la plupart de leurs munitions à distance dès la première semaine. Mais ils doivent quand même garder des réserves pour d'autres théâtres d'opération et pour d'éventuelles urgences. Donc, ils ne peuvent pas tout engager. À mon avis, ça durerait peut-être 1 semaine, 2 au maximum. Ensuite, ils passeraient à des frappes aériennes. Leur idée, c'est d'éliminer ce qui reste des défenses aériennes iraniennes, puis d'avancer avec des frappes de chasseurs, en coordination avec Israël. Là, on parlerait de bombes planantes, de survol direct, ce genre d'opération. Mais au final, on reste sur une campagne courte. Ce serait un coup de massue, comme dirait la Maison-Blanche, 2 semaines. Et ça correspond assez bien au rapport de briefing du CENTCOM qu'on a pu voir, Nima. Voilà exactement ce dont le président a été informé. Mais le retrait du Gerald Ford, pour moi, c'est un peu problématique, potentiellement. Je ne sais pas trop comment il compenserait ça, ou même s'il le ferait, donc ça m'inquiète, surtout dans le contexte de cette attaque. Je ne suis pas sûr que ce soit faisable, vu sous cet angle. En fin de compte, Nima, on peut en discuter en détail, mais c'est un sacré pari pour Trump. Et politiquement, c'est crucial. Plus ils attendent, plus le risque augmente. L'attaque pourrait avoir lieu, Nima, aujourd'hui, demain, samedi ou dimanche, après la fermeture des marchés ou avant leur ouverture lundi matin. Mais ça reste un énorme pari politique. Et plus le délai s'allonge, plus la situation devient délicate aux États-Unis, parce qu'en ce moment, on voit une avalanche de rapports sur la mauvaise performance économique du pays. Les chiffres du PIB sont arrivés bien en dessous des attentes, à 2%. Et pour ce trimestre, ce sera encore plus bas que 2%, mais ça ne sera publié qu'à la fin du mois prochain ou au début du mois de juin. On va donc voir cette trajectoire inévitable à la baisse de l'économie américaine à l'approche des élections de mi-mandat. Pour Trump, les marges de manœuvre sont limitées. Le mieux qu'ils puissent espérer, à mon avis, c'est qu'ils ne vont pas rouvrir le détroit d'Ormuz. Ils pourraient essayer, bien sûr, mais ce serait un coût énorme, d'une manière ou d'une autre. Ce serait un coût militaire considérable si ça ne se passait pas parfaitement bien. Donc, il n'y a pas grand-chose à en tirer ici. Pas de véritables avantages, pas de victoire claire. Je veux dire, on pourrait parler d'une victoire à la Pyrrhus, en détruisant les infrastructures de l'Iran, en détruisant les civils.
Mais cette victoire à la Pyrrhus, comme le roi Pyrrhus l'a appris en 280 avant Jésus-Christ, a un coût énorme. Plus on accumule ce genre de victoire, plus la réputation et la position se dégradent et plus on s'affaiblit sur le plan stratégique. C'était déjà la leçon il y a des millénaires. Et c'est encore la leçon aujourd'hui avec l'administration Trump. Mais cette administration américaine se contenterait volontiers d'une victoire à la Pyrrhus, de proclamer une victoire d'une manière ou d'une autre, sans accord de paix, tout en laissant la guerre couverte en arrière-plan. Les États-Unis et Israël garderaient alors la possibilité de frapper à nouveau, à tout moment, selon qu'ils décident ou non de relancer ce conflit. Ça dépend. Mais le problème, Nima, dans tout ça, c'est qu'il n'y a absolument aucune chance d'obtenir un accord, un traité de paix ou quoi que ce soit de ce genre avec cette administration américaine. C'est impossible. Dans le climat politique actuel, il n'y aura aucun allègement des sanctions, rien du tout, de la part d'un gouvernement américain, qu'il soit démocrate ou républicain, sauf en cas de crise politique majeure aux États-Unis. Tu vois, un événement de déstabilisation vraiment important sur le plan politique. Là, peut-être que la situation politique s'ouvrirait un peu, au point de dire « Bon, mettons fin à ce conflit avec l'Iran ». Mais si ça n'arrive pas, eh bien pour ce qui est d'un allègement des sanctions, il pourrait toujours jouer la carte de l'enrichissement d'uranium. Et puis bien sûr, Poutine, lui, est toujours disponible. La Russie est toujours disponible. Donc ça voudrait dire un retour au JCPOA, avec la Russie comme garante. Mais tout l'argument de vente de Trump, c'est qu'il doit obtenir un meilleur accord que celui d'Obama. Donc le JCPOA, ça ne suffit pas. Une simple reprise du JCPOA ne permettrait pas à Trump de dire que son accord est meilleur que celui qu'il a annulé pendant son premier mandat. Du coup, les États-Unis et l'administration Trump se sont enfermés dans le pire des pièges. Il n'y a vraiment aucune issue. Ils sont allés beaucoup trop loin. Ils ont investi bien trop de capital politique et économique, à la fois à l'intérieur du pays et à l'international. C'est un échec massif, cette opération, sur le plan politique, géopolitique. D'un point de vue impérial, Nima, la réputation des États-Unis, a tout simplement chuté. Ils sont enchaînés à Israël et ce Titanic est en train de couler. Et malheureusement, les États-Unis coulent avec eux à cause de ce conflit. Plus la douleur se fait sentir en Europe, plus la situation économique se dégrade en Amérique et en Asie du Sud-Est, plus le monde entier va tenir les États-Unis et Israël pour responsables. C'est inévitable. Alors, tenter de sauver la situation avec une opération militaire héroïque qui durerait 2 semaines. Est-ce vraiment leur meilleure carte? Est-ce le meilleur coup qu'ils aient à jouer? Trump dit sans arrêt « J'ai toutes les cartes », toujours à répéter « On a toutes les cartes ». Mais en réalité, ils n'ont pas grand-chose. Ils ont des cartes, oui, mais Trump, lui, n'a qu'une paire de 7 qui se transformera en paire de jokers dans 2 semaines. Et l'Iran, lui, peut simplement attendre. Il ne joue pas au poker. L'Iran ne joue pas au poker. Ils jouent aux échecs et ils jouent sur le long terme, parce que pour eux, c'est une question existentielle. Mais les États-Unis ne s'en rendent pas compte. Ils ne pensent pas que ce soit une question existentielle, alors que dans un sens de victoire à la Pyrrhus, ça l'est bel et bien pour eux. Et je pense que les dés sont déjà jetés. Même s'ils mettaient fin à tout ça aujourd'hui, qu'ils signaient un accord miraculeux. Vous savez, si Trump, si les nuages s'écartaient et que, disons, le Jésus Trump descendait du ciel en blouse de médecin, ce serait trop tard. On va avoir des forces hyper-inflationnistes qu'on ne peut plus éviter à ce stade et qui vont se prolonger jusqu'en 2027. Il n'y a aucun moyen d'y échapper. Et ce sera cataclysmique, même si tout s'arrêtait maintenant. Et c'est justement ce que je crois les médias américains ne comprennent pas vraiment. Et je ne pense pas non plus que la Maison-Blanche en ait pleinement conscience.
Je crois qu'il y a une sorte de main invisible, un peu magique, d'Adam Smith, qui serait censée rattraper l'Amérique pendant qu'elle est en train de tomber. Mais en réalité, les experts, ce sont surtout les marchés pétroliers, pour commencer, et les taux d'inflation. Et franchement, ça ne s'annonce pas bien. On voit une contraction. Il y a beaucoup de panique à Washington, surtout au sein de cette administration. Elle essaie de rejeter une bonne partie de la faute sur la Fed, parce que la Fed veut augmenter les taux d'intérêt pour tenter de freiner les pressions inflationnistes. L'administration Trump, elle, ne veut pas de ça. Elle veut rouvrir, baisser les taux, augmenter la liquidité et tout le reste. Mais à un moment, quelque chose va devoir céder. Ils ne vont pas pouvoir gérer cette situation. Je me dis à moitié que cette administration va tenter une sorte de plan de sauvetage massif en réaction. Et ça peut prendre différentes formes. On a déjà vu que les États-Unis proposent un plan de sauvetage pour les Émirats arabes unis. Donc c'est un peu comme si on devait venir en aide à nos alliés du Golfe Persique. Les Émirats se retirent aussi de l'OPEP. Et ça, c'est un développement intéressant. Les mécanismes de stabilisation des prix sur le marché mondial du pétrole sont un peu remis en question si les Émirats quittent l'OPEP. C'est clairement quelque chose derrière lequel les États-Unis pourraient se trouver. Je ne sais pas trop comment tout ça va évoluer à long terme, mais ça veut dire qu'en matière de volatilité, de stabilité des prix et de tout ce qui va avec, la cohérence, la volatilité, ce sont des facteurs majeurs pour l'économie mondiale, parce qu'on commence à voir un resserrement de l'activité économique. Si les investisseurs et les capitaux n'ont pas de visibilité sur les marchés, s'ils ne savent pas clairement où placer leur argent, alors le commerce, l'investissement, tout ça va se contracter. Et si le seul refuge sûr en ce moment c'est la Chine, eh bien, où va aller le capital? Il va partir en Asie. Il va considérer cette région comme un refuge. Donc on va voir les capitaux quitter l'Occident pour aller vers l'Est. D'ailleurs, ça se produit déjà depuis un certain temps. Mais ça va s'accélérer si les États-Unis et l'Europe continuent sur cette voie suicidaire, oui, je dirais suicidaire, sur laquelle ils se trouvent aujourd'hui. Vous savez, plus ils posent de questions, plus on voit que la confusion s'enfonce au sein de l'administration Trump. Hier, Pete Hegseth a été interrogé. On lui a demandé quel était l'objectif principal d'une deuxième phase de guerre, si dès la première, on avait déjà anéanti le programme nucléaire iranien. Et il a simplement répondu que le désir était là, parce qu'on le voulait. Vous voyez, c'est incroyable. Voilà ce qu'il a dit. Passez la vidéo. Ça n'est jamais arrivé. Donc, ils n'ont pas encore cédé. D'accord, on n'en est pas encore là. Pas pour tout, en tout cas. Eh bien, leurs installations nucléaires ont été complètement enfouies sous terre. Elles sont enterrées et surveillées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, nous savons exactement où se trouve tout le matériel nucléaire. Je reprends mon temps. On garde un œil sur la situation là. Vous venez de dire qu'il y a 60 jours, nous avons dû commencer cette guerre parce que l'arme nucléaire représentait une menace imminente. Et maintenant, vous dites qu'elle a été complètement détruite. Ils n'avaient pas renoncé à leurs ambitions nucléaires et ils disposaient d'un bouclier conventionnel composé de milliers de... Donc l'opération Marteau de minuit n'a rien accompli de concret. Elle nous a laissés exactement au même point qu'avant. À tel point que leurs installations sont bombardées, détruites, mais leurs ambitions continuent. Ils construisent un bouclier conventionnel. Laissez-moi reformuler. C'est la stratégie de la Corée du Nord. Vous la connaissez très bien, la Corée du Nord. C'est n'importe quoi. Il a parlé d'ambition, de désir. Mais comment on peut mesurer ça?
Le type avance quelque chose qu'on ne peut tout simplement pas mesurer. Il n'y a rien de concret là-dedans, rien de réel à débattre. Et c'est pour ça que tout devient de plus en plus confus. Et eux, d'une certaine façon, ils ont vraiment l'impression de mettre une énorme pression sur l'Iran avec ce blocus. Moi, je ne le vois pas comme ça. Mais eux, ils y croient vraiment. Et aujourd'hui, on a vu, tu sais, le président du Parlement iranien publier ce... Enfin, comment peut-on imaginer qu'on puisse tout contrôler? Parce que l'Iran, regardez ses frontières. Au nord, à l'est, à l'ouest et même au sud. Ils ne peuvent pas tout maîtriser. C'est bien ça, le problème que l'administration Trump ne semble pas comprendre. Et Scott Bessent a dit que le nouveau régime, avec la pression économique qu'ils exercent sur l'Iran, ces sanctions, ou le fait qu'ils essayent de retrouver les comptes d'officiels iraniens, je ne sais pas, peut-être des comptes gouvernementaux à l'étranger. Franchement, c'est incroyable. Je ne vois pas qui peut croire à ce genre de mensonge. Mais ils font tout pour y arriver. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui croit à ce type d'argument? C'est très proche de cette espèce d'hystérie anti-russe, cette idée qu'on peut simplement sanctionner encore et encore sans jamais s'arrêter. C'est tout le principe des sanctions Magnitsky, qui, encore une fois, repose sur un récit faux autour de l'histoire de Sergueï Magnitsky. Une histoire complètement inventée, montée de toutes pièces, par des gens comme Bill Browder et d'autres agents américains et britanniques, pour faire adopter par le Congrès américain une loi permettant d'imposer ces sanctions personnalisées, qu'ils peuvent ensuite appliquer en continu contre toutes sortes de cibles. C'est exactement ce qu'ils ont fait en Syrie avec les sanctions dites César. Là encore, une histoire fabriquée autour des photos de César, utilisée comme base pour une loi américaine visant à transformer le département du Trésor en véritable arme économique à grande échelle. Alors, l'Iran, ils vont commencer à utiliser ces outils en continu contre l'Iran. Et ces outils n'ont pas vraiment fonctionné contre la Russie, mais ils ont fini par marcher contre la Syrie, même si ça a pris 12 ans. Ils n'obtiendront pas le même résultat avec l'Iran. L'Iran ressemble davantage à la Russie sur ce point. C'est un pays beaucoup plus grand, beaucoup plus résilient, avec des institutions solides, une industrie nationale robuste, diversifiée, et en plus, il a des alliés et des partenaires commerciaux terrestres, notamment l'Irak, le Pakistan et d'autres. Pas tellement l'Azerbaïdjan, mais la Russie, oui. La Russie n'est pas loin de l'Iran, c'est juste à quelques pas, en passant par l'Azerbaïdjan et la Géorgie. La Russie est juste là. De toute façon, ils sont pratiquement voisins si on prend en compte le bassin de la mer Caspienne. Donc on ne pourra pas étrangler l'Iran comme ils ont étranglé la Syrie. On pouvait étrangler la Syrie et ils l'ont fait, mais ils n'ont pas cette capacité avec l'Iran. Et comme tu l'as dit, avec le blocus, Pete Hegseth panique complètement. Tu vois, c'est une question très simple en fait. Si tu es vraiment compétent, si tu sais que tu as un vrai argument, tu peux très facilement gérer ce genre de questions assez banales venant de sénateurs américains. Mais là, on voit bien qu'il n'a rien. Lui-même ne sait pas quels sont les objectifs, à part montrer la force des États-Unis, prouver qu'on est dur et tout détruire sur son passage. C'est déjà un sacré exploit. Et là, tout le récit autour du nucléaire s'effondre. Il s'écroule littéralement, juste là, devant tout le monde, à cause d'une seule question. Et on voit Pete Hegseth paniquer. Franchement, il s'est ridiculisé, comme s'il ne l'avait pas déjà fait avant. Mais là, il s'est vraiment couvert de ridicule, parce qu'il est incapable de défendre sa position. Pourquoi le secrétaire à la Défense se met-il à faire des arguments politiques devant le Sénat? Rien que ça, c'est étrange. Ça montre qu'il y a beaucoup trop de pouvoir concentré dans son bureau. Et on ne voit pas du tout le secrétaire d'État se faire interroger sur la véracité de ses affirmations politiques, parce que Marco Rubio, lui, est quasiment absent de tout ce qui concerne l'Iran.
Il fera peut-être quelques interviews assises avec des extraits bien préparés et des éléments de langage sur à quel point les Iraniens sont mauvais et tout le reste. Mais il devrait être interrogé sérieusement sur la politique devant le Sénat. À la place, c'est le secrétaire à la guerre qui endosse ce rôle de principal responsable de la communication, à la fois pour l'administration Trump et pour la machine de guerre américaine. C'est exactement le rôle que joue Pete Hegseth. Mais s'ils mènent cette guerre au Yémen, ils ne pourront pas rouvrir le détroit d'Ormuz. Ce blocus, comme vous l'avez justement souligné, n'est pas tenable. Il n'est pas efficace. Et chaque jour, on voit des rapports sur des navires iraniens qui traversent le blocus. Mais en réalité, il n'est même pas nécessaire de franchir le blocus américain. Il suffit de le contourner en naviguant le long de la côte, vers l'est ou vers l'ouest. Il y a donc peu de choses qu'ils peuvent vraiment faire. Les États-Unis n'ont même pas le contrôle opérationnel du détroit de Bab el-Mandeb. Et ça, c'est une autre grande inquiétude pour eux. En gros, il ne suffit pas de contrôler le détroit d'Ormuz, il faut aussi contrôler celui de Bab el-Mandeb. Sinon, du point de vue américain, c'est pas vraiment une victoire. Pas qu'ils puissent forcément y arriver, mais imaginons qu'on entre en guerre, Nima, que ça dure quelques semaines, et qu'ils ne parviennent pas à prendre le contrôle du détroit d'Ormuz. Ce serait une défaite écrasante pour les États-Unis. Une défaite militaire, politique, géopolitique et économique. Alors, dans quel monde est-ce qu'on peut appeler ça une victoire? Est-ce qu'il y a, d'une manière ou d'une autre, un vrai bénéfice concret pour les États-Unis dans tout ça? Le seul avantage, si on peut dire, c'est qu'Israël a utilisé les États-Unis pour affaiblir l'Iran, un peu comme l'Europe a utilisé l'Ukraine pour affaiblir la Russie, mais sans vraiment y parvenir. Et sur le plan stratégique, je ne pense pas que l'Iran soit beaucoup plus faible à cause de ce conflit. Il a été durement touché, il a beaucoup souffert, mais je ne crois pas que ses atouts stratégiques aient disparu. On pourrait même dire qu'après 60 jours de guerre, l'Iran est d'un point de vue stratégique plus fort. Et le déplacement de la délégation iranienne à Saint-Pétersbourg pour rencontrer Vladimir Poutine, c'était une rencontre d'égal à égal, Nima, parce que l'Iran a traversé l'épreuve du feu. Il a défendu ses frontières. Il a défendu sa souveraineté face à deux des armées conventionnelles les plus puissantes de la planète, les États-Unis et Israël. Et ils sont toujours debout, et ils ont réussi à se créer un certain levier. Donc la Russie voit là un partenaire sûr de lui. Maintenant, si la Russie investit en Iran, si la Chine investit en Iran, en les soutenant d'une manière ou d'une autre, ils savent que c'est un bon pari, ou du moins qu'il y a de bonnes chances que ça marche, parce que l'Iran est prêt à se défendre. Et très peu de pays sur la planète seraient capables d'en faire autant face à une force aussi écrasante. Pour moi, c'est ça, l'histoire. Historiquement, c'est même la grande histoire. Mais vous savez, ça n'effacera pas pour autant les horreurs d'une escalade si les États-Unis et Israël décident d'aller plus loin. Ça va être vraiment chaotique, violent, tragique. Et ce sera mauvais pour tout le monde dans la région. Les États du Golfe, bien sûr, mais aussi l'Iran, sa population civile, son gouvernement et sa direction qui seront visés, assassinats ciblés, bombardements et tout le reste. C'est tragique. Mais Israël, lui aussi, je pense, prendra des coups de la part des Iraniens s'il décide de s'allier aux États-Unis. C'est tout le problème, Nima. C'est que on a formé l'Occident à penser que c'est les États-Unis contre l'Iran et qu'Israël est simplement lié au Hezbollah. Non, non. Les États-Unis et Israël sont des partenaires à part entière. Ils coordonnent leurs attaques militaires contre l'Iran. Et les États-Unis coordonnent avec Israël pour attaquer le Liban. Ce ne sont pas des acteurs indépendants. Pas du tout. Les États-Unis coordonnent aussi des attaques à Gaza depuis 2 ans et demi.
Donc une partie de cette tromperie, c'est de faire croire au public occidental que les États-Unis et Israël sont séparés sur le plan militaire, alors qu'en réalité, ils sont complètement liés. Ils agissent comme une seule et même force, un seul effort commun. Et ils arrivent à jouer cette sorte de faux spectacle, façon catch américain, en faisant semblant d'être différents, tu vois, comme des partenaires d'une même équipe. Non, c'est le même acteur militaire. No, it's the same military actor. And that's allowed them a lot of. Et ça leur a donné pas mal de marge pour tromper, je pense. Et aux États-Unis, pour jouer la carte des négociations, en faisant semblant qu'Israël est le chien enragé du terrain vague, tenu en laisse. Mais les Iraniens ont bien compris tout ça maintenant. Tout ça est déjà intégré dans l'équation. De la même façon que les Russes comprennent la vraie nature de la relation entre les États-Unis, l'OTAN et l'Ukraine, la Russie ne se fait aucune illusion. Mais il joue le jeu diplomatique, un jeu de façade, tout comme l'Iran doit le faire avec les États-Unis, pour la forme, pour l'image. Mais ils ne sont pas idiots. Je pense qu'ils savent très bien à qui ils ont affaire. En gros, c'est un serpent à deux têtes. Je pense que la Russie comprend, d'une certaine façon, ce qui se passe avec l'administration Trump. S'ils n'ont pas réussi à conclure un accord jusqu'à présent, ce sera extrêmement difficile d'en obtenir un dans les jours ou les mois à venir. Parce que ce n'est pas seulement une question de conflit en Ukraine, c'est aussi la manière dont les États-Unis perçoivent la Russie. Et dans l'administration Trump, il ne reste, tu sais, pas plus de 3 ans de présidence. Alors ensuite, quoi? Quel serait le résultat? Quoi que fasse Donald Trump, je pense qu'au final, on reviendra aux mêmes vieilles politiques contre la Russie. Et la Russie le comprend parfaitement. C'est pour ça que ce soit au Moyen-Orient ou en Ukraine, ils cherchent une sorte de solution durable. Mais il n'y a pas de solution durable à tout ça, Patrick. Voilà la réponse. Je dirais que, dans le cas de l'Iran, la façon dont l'Iran a présenté la négociation, les discussions, la première étape, c'était non seulement de mettre fin définitivement à la guerre entre l'Iran et les États-Unis, mais aussi entre Israël et le Liban. C'est impossible de mettre fin à la guerre entre Israël et le Liban. C'est presque impossible. Aujourd'hui, on sait qu'ils s'attaquent mutuellement en ce moment même. On a appris, d'après la chaîne israélienne Canal 11, qu'Israël a donné l'ordre de retirer plusieurs brigades de combat du sud du Liban à cause des attaques de drones FPV menées par le Hezbollah. L'attaque continue. Tout se passe pendant qu'on parle. Et Donald Trump ne montre aucun levier, aucun pouvoir pour y mettre fin. En ce moment, il supplie le président d'Israël de gracier Benjamin Netanyahou. Imaginez un peu, ce chaos immense est en train de se produire. Et lui, il fait ça. C'est un point important, vraiment important, parce que ça montre que Trump a besoin de Netanyahou pour rester politiquement viable. C'est un signe, Nima, de la reprise du conflit, cette intervention de Trump. Donc c'est un geste désespéré, autant de la part de Trump que de Netanyahou. Un geste désespéré pour préserver leur survie politique, parce qu'ils mènent une guerre sur plusieurs fronts, comme tu l'as dit, au Liban, mais aussi avec l'Iran. On ne peut pas séparer ces deux conflits. L'Iran est malin, ils ont bien compris ça. C'est pour ça qu'ils ont essayé d'intégrer la question libanaise dans les négociations, dans le cadre général, et très habilement d'ailleurs, parce que l'Iran sait que si on sépare ces deux dossiers, Israël peut toujours utiliser la menace de la violence contre les Libanais comme moyen de pression sur les Iraniens. Alors, très habilement, l'Iran, vous essayez de jouer une partie d'échec avec l'Iran. Et je pense que l'Iran a prouvé à tout le monde, il a prouvé au monde entier qu'il sait agir sur le plan diplomatique, qu'il sait aussi agir sur le plan militaire et qu'il sait jouer sur la dissuasion. L'Iran a fait quelque chose qui, pour moi, est extraordinaire. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà réussi à faire ça dans un conflit militaire auparavant.
La Russie s'en est approchée avec l'Ukraine en provoquant un effondrement économique, en poussant l'Occident à provoquer son propre effondrement économique en Europe. Mais l'Iran, lui, l'a fait à l'échelle mondiale. Il a réussi à amener la guerre à tout le monde, partout dans le monde, d'une manière qui me rappelle un peu ce qu'avait fait l'ANC avant la chute de l'apartheid en Afrique du Sud, quand ils avaient réussi à porter cette cause sur la scène internationale pour obtenir l'appel au boycott, au désinvestissement et aux sanctions contre le régime d'apartheid en Afrique du Sud. Et c'est ça qui a déclenché l'effondrement de l'apartheid en Afrique du Sud. Mais la façon dont ils ont réussi à internationaliser cette question en si peu de temps, à la fin, de manière aussi intense, a vraiment permis de porter le sujet sur la scène mondiale et de faire pression sur la région pour trouver une solution politique. Ce qui s'est produit, et avec succès. Aujourd'hui, l'Iran a réussi à créer une situation mondiale du même ordre. Et franchement, c'est pas beau à voir, croyez-moi. Moi, je suis aux États-Unis et on est en train d'entrer dans un cycle d'inflation qui devient complètement incontrôlable. Dans les 60 prochains jours, ça va s'emballer, c'est certain. Et c'est pas une bonne nouvelle. Ça va être catastrophique pour beaucoup d'entreprises et pour beaucoup de gens. Mais c'est une conséquence directe de la situation dans cette guerre de choix menée par les États-Unis et Israël. L'Iran vient de montrer ce qu'il est capable de faire sur la scène internationale pour défendre ses propres intérêts, pour exercer cette pression à l'échelle mondiale. Et donc, on se retrouve face à ça, à cause de sa position géopolitique. Ce qui est assez ironique, c'est que la seule issue possible serait que les États-Unis acceptent volontairement de renoncer à leur statut d'hégémon mondial, qu'ils abandonnent de leur plein gré leur position, ou du moins leur position perçue, de superpuissance mondiale. Et ça n'arrivera pas dans les 3 prochaines années, pas sous ce président, s'il reste en fonction. Donc je ne vois vraiment aucune issue ici, comme pour l'Ukraine. C'est assez drôle, encore une fois. Quand Poutine et Abbas Araghchi se regardent à Saint-Pétersbourg, ils n'ont même pas besoin de se dire un mot. Ils se comprennent à 100%. Ils savent ce que l'autre a traversé et ils comprennent pourquoi chacun d'eux est encore debout. Et c'est pour ça que, selon moi, cette rencontre était très forte, très symbolique. C'est elle qui a déclenché l'appel téléphonique entre Trump et Poutine. Et alors, qu'est-ce que Donald Trump va bien pouvoir dire à Vladimir Poutine? Il a répété publiquement exactement le même discours qu'il tenait il y a 1 an. Il a dit qu'il aimerait trouver une solution, qu'on pourrait faire quelque chose très bientôt. C'est exactement ce qu'il avait dit après leur appel, il y a un peu plus d'1 an, environ 14 mois. Pareil, aucun progrès et aucune chance d'en avoir. C'est juste de la diplomatie de façade ou une pseudo-diplomatie de la part de Washington pour donner l'impression qu'il y a des avancées alors qu'en réalité, il n'y en a aucune. Et je pense qu'ils sont dans la même situation. Les États-Unis sont dans la même position avec l'Iran, exactement la même. Et franchement, ils sont aussi dans la même position avec le Liban. Le rôle des États-Unis au Liban est très insidieux. Ils essayent de provoquer une guerre civile. L'envoyé de Trump, Tom Barrack, pousse activement dans ce sens. Ça semble être la seule véritable solution des États-Unis et d'Israël au Liban. Créer suffisamment de pression extérieure pour que les différentes forces à l'intérieur du pays finissent par s'affronter violemment entre elles. Et ensuite, Israël ferait exactement ce qu'il a fait pendant la précédente guerre civile libanaise. Profiter de la situation pour avancer sur le terrain et affaiblir encore davantage le système politique du Liban. Les États-Unis ne les ont pas vraiment soutenus directement dans cet effort, à la fin des années 70 et dans les années 80, mais ils ne s'y sont certainement pas opposés non plus. Et c'était les Libanais qui devaient se battre. C'est le Hezbollah qui est né
pour reprendre une expression du remarquable livre de Hala Jaber sur le Hezbollah, nés avec un esprit de revanche au début des années 80. Leur seule raison d'exister, c'était de mettre fin à cette occupation illégale du Sud-Liban par les Israéliens. Une occupation violente, brutale, illégale. C'est pour ça que le Hezbollah existe. Mais le problème, Nima, c'est que si tu combats Israël, on te colle l'étiquette de terroriste. Que tu sois palestinien, libanais, iranien ou irakien, si tu luttes contre les États-Unis ou contre Israël, tu es qualifié de terroriste. Et c'est ça qui façonne la conversation mondiale. Mais ceux d'entre nous qui sont dans la région ou qui y sont déjà allés, ceux qui y vivent, eux, ils savent quelle est la vraie histoire. C'est pas une organisation terroriste. C'est une lutte armée locale de libération qui protège ses frontières parce que le gouvernement de Beyrouth, contrôlé par les États-Unis, n'en est pas capable. Parce que les États-Unis ont fait en sorte, sous la pression du lobby israélien, que le Liban ne puisse pas avoir une armée moderne ni de défense aérienne. Aucune défense aérienne autorisée. C'est prévu dans les accords. C'est une disposition américaine, parce qu'Israël voulait pouvoir utiliser pleinement l'espace aérien libanais. Ils en avaient besoin pour détruire la Syrie, et ils s'en sont servis pendant 10 ans. Israël a été, en quelque sorte, la force aérienne d'Al-Qaïda et de Daesh pendant plus d'une décennie dans la sale guerre contre la Syrie. Ils ont mené des milliers de sorties, frappant des cibles, en prétendant qu'ils combattaient le terrorisme. Vous voyez, parce que le Hezbollah apportait son aide, tout comme les forces Al-Quds iraniennes. Mais comme ces groupes étaient qualifiés de terroristes, cela devenait acceptable, selon les Européens et les Américains, qu'Israël utilise l'espace aérien libanais pour détruire des aéroports en Syrie, des infrastructures, des positions militaires, et ainsi de suite. Voilà comment toute cette région s'articule. Et les gens sur place le savent. Ils comprennent très bien tout ça. Mais la façon dont c'est relayé en Occident, c'est une réalité complètement différente de celle qu'on perçoit ici. La plupart des gens n'ont même pas une idée claire, si on parle d'une analyse fondée sur les faits, de ce qui se passe réellement, surtout au Levant. Mais je dirais même, dans toute l'Asie de l'Ouest, point final. Et ça, c'est un vrai problème. On le voit d'ailleurs dans les propos et dans l'ignorance flagrante de la plupart des responsables politiques américains, des soi-disant diplomates et des gens de la sécurité nationale. Ils ne comprennent rien à tout ça, ou alors ils sont obligés de définir la région à travers un prisme américain ou israélien. Ils sont incapables de regarder quoi que ce soit de manière objective. Et vous savez quoi? Pendant un temps, ça allait, ça a même plutôt bien fonctionné avec la générosité impériale. Mais sur le long terme, on voit maintenant de vrais changements de paradigme dans la région. Et cette habitude de tout voir à travers ses propres lunettes de propagande devient aujourd'hui un sérieux handicap pour les États-Unis et pour l'Occident. Exactement comme ces lunettes anti-russes que l'Occident a portées et qui se sont retournées contre lui. Ils ont sans cesse sous-estimé les capacités de la Russie, le professionnalisme et la rigueur de son armée, ainsi que la précision de ses objectifs géopolitiques. Ils les ont constamment écartés, sous-estimés, et regardez où cela les a menés. Regardez où ils en sont. Ça détruit l'Occident. Et pour empêcher des gens comme Jacques Beau ou comme nous de dire la vérité, les gouvernements européens doivent restreindre la liberté d'expression pour que personne ne souligne cette réalité évidente. C'est exactement comme aux États-Unis, où l'administration Trump agit maintenant de façon très agressive contre la presse, contre les médias critiques de la guerre, de l'effort de guerre de Trump en Iran. L'Empire est en train de se détruire de l'intérieur, juste pour préserver la vision propagandiste de ces théâtres géopolitiques. Et en ce moment,
le plus important, c'est l'Iran. Il y a tout un empilement de mensonges qui servent à justifier la guerre en Iran. Et tout ça commence à s'effondrer, comme on peut le voir avec Pete Hegseth. Ça fait partie de l'effondrement de leur récit. Alors, que va faire cette administration? Que vont faire les États-Unis pour préserver cette sorte de version fictive de la réalité, celle qui sert à justifier toutes ces dépenses et tout cet argent que le pays brûle pour financer tout ça, sans parler des engagements à venir? J'ai vu un rapport qui mentionnait l'armée américaine, la garde côtière qui fait partie de l'armée. Elle serait au bord de l'effondrement parce que Trump n'a pas réglé leurs factures. Ils ont des obligations financières envers des fournisseurs et d'autres créanciers qui n'ont tout simplement pas été honorés. Bref, il y a un vrai problème de trésorerie dans l'Empire américain. Oui, ils ont dit qu'on avait une augmentation du budget militaire de 1,7 milliard de dollars, mais cet argent n'est toujours pas arrivé. Ils n'arrivent même pas à financer le département de la sécurité intérieure. Je crois qu'ils viennent juste d'adopter une sorte de plan de financement d'urgence pour le DHS, histoire d'éviter la fermeture. Mais vous voyez ce que je veux dire. Ça coûte environ 250 milliards de dollars, un quart de billion, rien que pour le département de la sécurité intérieure. Un quart de billion juste pour le maintenir ouvert. Avant le 11 septembre, on n'avait même pas ça. Les États-Unis n'ont jamais été envahis et ils ne le seront probablement jamais. Mais c'est ce genre de somme qu'il faut pour entretenir tout ça. Et ça ne fait que croître, encore et encore, tout l'appareil de défense et de sécurité américain, au point qu'aujourd'hui, on voit vraiment le système commencer à se fissurer. Et ils veulent, tu vois, se réendetter. Et peu importe quel plan de sauvetage est en préparation. Franchement, je ne sais pas. Il va forcément y avoir une forme de plan de sauvetage financier aux États-Unis. Et probablement qu'ils devront aussi venir en aide à leurs alliés en Europe ou dans le Golfe. Parce que c'est les États-Unis qui ont déclenché cette guerre. Et le Golfe a été gravement touché à cause de ça. Donc, ces pays vont s'attendre à être renfloués par les États-Unis. Et les États-Unis seront, d'une certaine manière, obligés de leur fournir un plan de secours. Ils vont présenter ça au public américain en disant que c'est pour stabiliser les prix de l'énergie ou pour soutenir l'économie. Je ne sais pas trop comment ils vont justifier ça, mais ils n'ont pas vraiment le choix, parce que ces pays n'ont aucun moyen d'obtenir des réserves de devises étrangères. Ils auront besoin de dollars pour en acheter un, pour pouvoir vendre leur pétrole à la Chine ou à qui que ce soit d'autre. Franchement, c'est un vrai chaos, un désastre total. Et c'est ça, l'héritage de Trump. Il restera dans l'histoire, Nima, comme l'Anthony Eden de l'Empire américain, exactement comme Eden a symbolisé l'effondrement de l'Empire britannique quand il a perdu le contrôle du Moyen-Orient. L'héritage de Trump, ce sera celui du président américain qui a perdu le contrôle du Moyen-Orient et qui a dû se retirer. Et c'est bien plus grave, historiquement, que quand Ronald Reagan a quitté le Liban après l'attentat contre les Marines en 1982. C'est un tournant bien plus important pour les États-Unis. Voilà, c'est ça, l'héritage de Trump. C'est inévitable, et j'espère que ce sera le seul à ce stade, parce que, comme on le sait tous les deux, ça pourrait être pire. Mais disons qu'on se contenterait déjà de ça. Oui. Patrick, j'imagine simplement que tu vois l'administration Biden comme celle qui a déclenché la guerre en Ukraine. Et tu remarques la différence entre les deux administrations. L'administration Biden a totalement soutenu la guerre en Ukraine. Elle l'a même commencé. Tu sais,
Biden lui-même et son administration ont décidé de ne pas répondre aux lettres que la Russie avait envoyées en décembre 2021. C'est à cause de ça qu'ils ont déclenché la guerre. Ils ne voulaient plus aucune forme de communication par la suite, même quand il s'agissait d'envoyer, tu sais, le Premier ministre britannique à Istanbul. Mais au Moyen-Orient, tu vois que la politique de Joe Biden, c'était de soutenir Israël et de détruire Gaza, la Cisjordanie et même d'attaquer le Liban. Destroying Gaza, West Bank, even attacking Lebanon, but it was some sort of red line for them. Mais c'était pour eux une sorte de ligne rouge. Aller jusqu'à faire la guerre à l'Iran. Ils ne sont pas allés jusque-là. Et puis arrive Donald Trump. Lui, il ne met pas fin au conflit en Ukraine. Il lance une nouvelle guerre. Et quand on regarde tout ça, du point de vue des Américains qui espéraient un vrai changement avec l'administration Trump, c'est un désastre. Mais du point de vue des Russes et des Iraniens, eux, ils apprennent à mesurer leurs capacités, à voir comment ils peuvent être efficaces, plus puissants, comment ils peuvent changer leur avenir. Je pense que c'est ça, la réalité de ce qui se passe. Le résultat de ces deux administrations, la politique désastreuse de ces deux administrations, c'est que ces deux nations, la Russie et l'Iran, deviennent plus puissantes, plus fortes qu'avant. Vous savez, ils sont en train d'accomplir quelque chose qui, à mon avis, restera dans l'histoire de ces deux administrations. La façon dont ils ont fait de la Russie une superpuissance, encore plus forte qu'elle ne l'était avant le début de la guerre en Ukraine. Et pour l'Iran, je vois la même chose se produire. Si vous regardez la réunion qu'ont eue les commandants militaires de la Russie et de l'Iran au Kirghizistan, ils ont parlé de la manière dont ils pouvaient communiquer avec leur matériel militaire, devenir plus indépendants, renforcer leur complexe militaro-industriel. C'est une nouvelle ère pour ces pays, pour ces deux pays, à mon avis. Et cela va conduire à, je pense que l'expérience que l'Iran a acquise et celle que la Russie a vécue en Ukraine sont extrêmement importantes pour la Chine et pour la façon dont ils peuvent coopérer avec elle. C'est incroyablement important. Et ces deux administrations ont simplement aidé ces nations à se battre, à tenir debout par elles-mêmes. Oui, si je suis la Chine en ce moment, ou si je suis la Russie, et que je cherche un bon investissement pour ma sécurité, pour mon avenir, pour l'avenir du corridor du milieu qui passe par l'Iran, par la mer Caspienne, à nouveau par l'Iran, pour se connecter à l'Inde, par exemple, dans le cadre plus large de l'initiative chinoise des nouvelles routes de la soie, eh bien c'est un bon investissement pour moi, que je sois la Russie ou la Chine. L'Iran, c'est un bon investissement. Je sais que si j'y mets mon argent, j'aurai un retour, j'aurai de l'influence. Je sais que dans l'avenir, pour toute décision majeure dans cette région, il faudra passer par Téhéran, au moins en partie. C'est inévitable. Donc ça va devoir se faire. Et c'est là que les autres grandes puissances doivent être présentes. Et franchement, les États-Unis vont devoir s'y joindre aussi. Ils vont devoir parler, à un moment donné, honnêtement, ils vont devoir parler à l'Iran. Mais selon la vision Trump-israélienne, non, il faut rayer Téhéran de la carte. Il faut la renvoyer à l'âge de pierre. Plutôt que d'avoir des relations normales avec ce pays, non, il faudrait le ramener à l'âge de pierre. Il faudrait anéantir ce pays. Ce n'est pas vraiment une politique viable à long terme. Si les États-Unis veulent coexister avec d'autres pays dans le monde, s'ils ont besoin de ces pays à différents niveaux, ils ont besoin de coopération. Les États-Unis ont besoin de coopérer avec la Russie et ils ont besoin de l'uranium russe pour alimenter leur révolution de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est juste un exemple pour commencer. Donc tout le monde a besoin de tout le monde. L'un des plus grands mensonges, Nima, c'est de dire que la mondialisation a échoué. On entend des gens, des charlatans comme Howard Lutnick. Ce sont des escrocs de haut vol, de la même classe que celle d'Epstein. La mondialisation a échoué. Il faut tout ramener sous le parapluie américain et tout contrôler, peu importe quoi.
Non, il y aura toujours de la mondialisation. À moins de vouloir être en guerre permanente avec tout le monde, il faut coopérer. On a besoin d'institutions multilatérales. On a besoin d'accords. Les traités doivent être respectés. Sinon, personne ne peut fonctionner sur cette planète. Et à moins de penser qu'on peut simplement découper toutes ces zones d'influence et ces blocs concurrents sur une carte du monde qui ressemblerait un peu à celle de 1984 de George Orwell. Si c'est ça, leur vision irrésistible de l'avenir du monde, ce n'est pas vraiment un argument très convaincant pour l'humanité. Ça peut convenir à ces régimes néoconservateurs et sionistes et à ce qu'on pourrait appeler ce quatrième Reich corrompu de Bruxelles. Peut-être que pour eux, ça passe encore. Mais pour la majorité de la population mondiale, ça ne suffira pas. Ça ne marchera pas pour tout le monde. Donc vous voyez, on a toutes ces grandes questions à se poser aussi. Et au-delà de ça, je pense que l'avenir va dépendre de la direction que prendra le capital mondial. Et en ce moment, je vois une tendance très nette. Le capital mondial se déplace vers l'Est, plus précisément vers l'Asie. Et aucune pression politique, aucune intimidation, aucune guerre de la terreur ne changera ça. C'est tout simplement inévitable. Et c'est ironiquement le résultat direct, Nima, des actions de l'Occident, de la militarisation du dollar américain, des sanctions. L'utilisation de tous ces outils de guerre économique, c'est exactement ce qui provoque ce changement. C'est ce qui rend les BRICS attractifs pour beaucoup de pays et d'économies pour cette raison précise. Parce que les États-Unis n'arrivent pas à imaginer un monde où ils ne sont pas au sommet. Et d'un point de vue politique américain, je dirais aussi que ce n'est pas seulement un problème républicain, ni un problème Trump. Joe Biden aurait pu relancer le JCPOA dès le début de son mandat, et il ne l'a pas fait. Qu'est-ce que ça te dit? Exactement. Il y a plein de démocrates qui étaient eux aussi prêts à en découdre pour cette guerre. Chuck Schumer. Et tout en haut de la liste, Nancy Pelosi. Donc tu vois, les dirigeants de l'establishment démocrate voulaient cette guerre. Et tu sais quoi, Nima? Ce que je trouve vraiment incroyable, c'est qu'il y a une personne, une seule, dans la politique américaine qui est restée totalement silencieuse. Silencieuse. Pas même un tweet pendant toute cette période de guerre. C'est l'auteur même de l'accord du JCPOA, Barack Hussein Obama. Pas un mot sur l'Iran, pas un mot sur la guerre. Et c'est quelqu'un à qui on a remis le prix Nobel de la paix avant même qu'il ne prenne ses fonctions, comme s'il était, je ne sais pas, une sorte de figure angélique censée apporter la paix au monde. Et là, rien. Alors, qu'est-ce que ça te dit? C'est le chef de file de l'establishment démocrate aux États-Unis. Il n'est même pas capable de publier un simple tweet, ni contre Trump, ni contre cette guerre illégale. Qu'est-ce que ça te dit? Qu'il n'y a tout simplement pas d'opposition. Elle n'existe pas. Il y a bien quelques personnes, comme Chris Van Hollen, le sénateur du Maryland, je crois, et quelques autres. Mais Chris Murphy, pour moi, n'est pas crédible, parce que Chris Murphy a été l'un des architectes de la guerre en Ukraine. Il était aux côtés de John McCain sur scène, avec de vrais nazis à Kiev, en décembre 2013, en train d'échauffer la foule d'ultranationalistes d'extrême droite pour qu'ils se soulèvent et fassent le Maïdan, en gros. Voilà qui est Chris Murphy, le sénateur démocrate, qui fait semblant d'être anti-guerre en ce moment. En réalité, il est juste anti-Trump. Il n'est pas anti-guerre. Et c'est bien ça l'autre problème. On a des démocrates anti-Trump, mais qui sont les vrais démocrates anti-guerre? Il y en a très peu. Je peux les compter sur les doigts d'une main, comme chez les républicains. C'est une partie de la crise politique, Nima, aux États-Unis. Et pour la même raison, Nima, il n'y a aucune chance d'un accord avec l'Iran, ni avec cette administration, ni probablement avec les démocrates non plus. Parce qu'ils ne pourront jamais revenir sur la législation des sanctions contre l'Iran.
Jamais. Je ne pense même pas que ce soit possible. À moins d'une révolution majeure ou d'un truc du genre, que Trump soit renversé et parte se réfugier en Argentine avec Milei ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Si c'était à ce point extrême, alors peut-être qu'on pourrait envisager un allègement des sanctions contre l'Iran. Au-delà de ça, je ne vois tout simplement pas comment ça pourrait arriver. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas d'accord, pas de règlement politique. Ils peuvent menacer de le faire, entamer à moitié des négociations, dire qu'ils ont trouvé un accord. Ils peuvent se rencontrer au Pakistan ou ailleurs, même à Genève. Mais au final, ils n'y arriveront pas. Parce qu'un accord avec les États-Unis signifierait que l'Iran ne pourrait plus être souverain en tant qu'État. Et ça, l'Iran ne l'acceptera jamais. Ça n'arrivera pas. Ils ont déjà eu cette opportunité. Ils l'ont eu avec le JCPOA. L'Iran a renoncé à une partie de sa souveraineté pour satisfaire la communauté internationale. Et c'est fini. C'était le meilleur accord qu'ils obtiendront jamais. Ils n'en auront jamais un meilleur que le JCPOA. Je peux le dire à 100%. Alors, Trump pense qu'il peut le faire. Il veut le faire. Il dit qu'il ne va pas y arriver. Trump vient juste de montrer qu'il est bien l'arnaqueur et l'opportuniste que tout le monde soupçonnait déjà. Et là, il l'a vraiment prouvé. Et eux, ils continuent à répéter ces phrases toutes faites, du genre « L'Iran ne peut pas être autorisé à avoir l'arme nucléaire ». C'est un argument bidon, un homme de paille. Ils n'en ont pas, ils n'en poursuivaient pas. Les propres services de renseignement américains ont dit qu'ils n'en poursuivaient pas. Mais ils reviennent toujours à ces faux arguments. Et on voit bien que Hegseth n'arrive même plus à les défendre. Quand même le citoyen lambda, quand Joe le plombier peut démonter l'argument en carton de Pete Hegseth, c'est qu'on en est là. On y est presque en Amérique. Le moment où Joe le plombier va démonter tout ça et ridiculiser cette élite politique, il approche. Et là, ce sera fini. À ce stade, ce sera terminé. On arrive donc très vite à ce moment où les gens commencent à comprendre. Mais le problème, Nima, encore une fois, c'est la classe politique, aux États-Unis comme en Europe. Elle est complètement déconnectée du public, dans l'ensemble. Pour être honnête, beaucoup d'Américains ne se soucient pas de cette guerre. Ils ne s'y intéresseront que quand l'essence sera à 6 $ le gallon. Mais on y arrivera, et ce sera l'été. Et ce sera sans doute un cri de ralliement pour les élections de mi-mandat. Et ça pourrait bien vouloir dire qu'ils vont reprendre la Chambre et le Sénat. La question, c'est « et après ?» Que se passe-t-il quand ils reprennent la Chambre et le Sénat? Il y aura peut-être des procédures de destitution qui pourraient aider à calmer un peu cette guerre au Moyen-Orient. Mais quand les États-Unis se retirent, ça ne veut pas dire qu'Israël va ralentir, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Israël va continuer. En fait, ce sera même pire. Quand les yeux du monde se détournent du Moyen-Orient, c'est là qu'Israël se met à pratiquer le nettoyage ethnique et à commettre des génocides. C'est justement parce que l'attention est restée sur la région qu'ils ont dû faire un peu plus attention. Mais regardez, avec toute l'attention portée sur l'Iran, regardez ce qu'Israël a fait au Liban. Ils en ont pleinement profité. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'Israël fait. C'est leur comportement depuis des décennies. Et les États-Unis offrent cette distraction dont Israël se sert. Ça arrive tellement souvent. Le monde regarde ailleurs. Et pendant ce temps, Israël mène des incursions à Gaza, en Cisjordanie, annexe des colonies, envahit, bombarde, attaque, occupe. C'est constant depuis des décennies et il recommence. Israël est très stratégique, très conscient de l'attention des médias internationaux et ils planifient leurs opérations militaires en fonction de cette couverture médiatique. Israël ne veut pas être au centre de l'attention mondiale. C'est pour ça qu'ils soutiennent une guerre américaine contre l'Iran et qu'ils essayent activement de l'encourager. Le lobby israélien a tout intérêt à ce que cela se produise. Et en Israël même, ils profitent de cette situation
pour avancer leurs ambitions, pour construire ce qu'ils appellent le projet du Grand Israël. Et c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. Maintenant, l'attention se tourne à nouveau vers le Liban. On peut déjà voir que cela pose, encore une fois, des problèmes politiques pour Israël. Donc, Israël a besoin que l'attention se déplace. C'est une autre raison, Nima, pour laquelle il est probable que les hostilités reprennent contre l'Iran. Israël veut que le regard se détourne de son voisinage immédiat pour que toute l'attention se concentre sur l'Iran, avec cette image de Tel Aviv victime, bombardée par des missiles iraniens. C'est là qu'ils veulent orienter les choses. Les Américains, le Liban, tout ça deviendra une brève en dernière page. Malheureusement. Mais oui, plus la paix dure, ou plus le cessez-le-feu tient, plus l'attention reste sur le Liban. On le voit bien, Nima. Les Européens sont poussés à faire des déclarations condamnant la brutalité d'Israël au Liban. Donc, encore une fois, ça rend d'autant plus urgent pour Israël de détourner l'attention du Liban, et vite, parce que ça lui coûte politiquement et sur la scène internationale. Oui, merci beaucoup Patrick. Allez sur 21st Century Wire et vous pouvez suivre Patrick sur son site patrickhenningsen.substack.com. Juste sous son nom, je vais mettre tous les liens dans la description de cette vidéo. Vous pourrez accéder à sa chaîne YouTube. Alors n'hésitez pas à y aller, à vous abonner et à soutenir la croissance de sa chaîne. Merci beaucoup Patrick d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Nima, j'apprécie beaucoup. Merci encore. Prends soin de toi. Take care.